Bon, Monsieur le ministre d'État, nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui pour un entretien qui va porter sur le rôle de la coopération internationale pour le développement dans la sécurité alimentaire. Vous êtes ministre d'État en Centrafrique et, si j'ose dire, vous êtes à la fois le ministre d'État pour un vaste secteur des infrastructures et des communications, mais aussi, récemment, vous avez pris la charge du plan et du développement. Donc vous avez toutes les composantes pour répondre aux questions très importantes qui sont posées sur ce sujet et qui sont rendues particulièrement aiguës ces temps récents par la crise alimentaire que beaucoup de pays connaissent et qui n'épargne pas, hélas, la République centrafricaine. La sécurité alimentaire est devenue depuis longtemps un objectif majeur. Dans les objectifs du millénaire, c'est sans doute un de ceux pour lesquels on a un succès le plus mitigé. Les résultats paraissent paradoxalement meilleurs en matière de réduction de la pauvreté qu'en matière d'atteinte de l'objectif de nourriture adéquate pour tous. Et ceci pose un défi qui est rendu plus aigu par ce qu'on appelle la crise alimentaire due notamment à l'évolution des prix. Nous savons que ces crises alimentaires peuvent avoir des effets économiques, sociaux très profonds et irréversibles. C'est donc un objectif majeur de la politique des pays et par le fait même de la coopération internationale. Il y a deux questions que j'aimerais vous poser, car elles sont au cœur de ce débat que nous avons ici au Forum pour la coopération pour le développement. C'est comment voyez-vous l'arbitrage entre le court et le long terme. Quand on parle de coopération pour le développement en matière alimentaire, on pense tout de suite à l'aide alimentaire, mais on sait bien que la sécurité alimentaire ne dépend pas seulement de la disponibilité de cette aide alimentaire, mais aussi d'une politique de développement agricole qui permette aux pays d'avoir une sécurité par eux-mêmes. Deuxièmement, vous avez écouté hier dans une séance plénière faire un exposé extrêmement intéressant sur la redevabilité et la transparence. On accuse souvent l'aide alimentaire d'être mal utilisée. Et comment voyez-vous, quels moyens suggérez-vous pour que on soit dissipés les doutes sur l'efficacité de l'aide alimentaire ou de l'aide au développement agricole en général. C'est une question de redevabilité des pays, mais aussi des donateurs sur leur engagement à appuyer les pays dans leur politique à cet égard. Voilà bien des questions sur lesquelles je serais heureux de vous entendre. Je vous remercie infiniment, M. Guillemot. Je pense que vous avez vraiment abordé la question avec toute son acuité. Je vais d'abord commencer par vous dire que la République centrafricaine, mon pays, est un État fragile car traversé par plusieurs conflits avec des rébellions qui viennent d'ailleurs. On parle de la LRA, on parle de Tongo qui viennent du Darfour et de Babaladé qui vient du Tchad, et nous avons nous-mêmes nos propres conflits internes. Et à partir de ce moment-là, inévitablement pour un pays tel que la République centrafricaine qui est enclavé, quand les paysans et les éleveurs sont chassés de leur pâturage ou de leurs champs, ils ne cultivent plus, et ça entraîne nécessairement un regroupement, un déplacement des populations qu'il faudra nourrir. Et très souvent, dans ce cas-là, face à cette urgence humanitaire, il faut nourrir des dizaines de milliers de gens, alors nous recevons une aide alimentaire massivement. Alors, ça c'est le premier point. Le second point que vous soulevez, et je vais revenir, est la coopération durable pour que les gens puissent se fixer, et il y a une articulation entre aide d'urgence et aide au développement durable. Mais dans le cadre de l'aide d'urgence, prenons un exemple précis aujourd'hui. Nous sommes au mois de juillet, et en République centrafricaine, c'est la saison des pluies. Et à partir du moment où c'est la saison des pluies, très peu de routes sont praticables et très peu de routes
sont accessibles en termes de accès à la population qui est vulnérable. Si on décide une aide aujourd'hui, à moins de les parachuter, on a des problèmes parce que cette aide ne peut pas venir immédiatement. Et étant donné que nous sommes dans une zone de conflit, il faut déjà que l'État sécurise l'acheminement de cette aide. Et vous voyez, j'y vois un double défi. Le premier défi, c'est le défi sécuritaire physique, c'est-à-dire l'aide va quitter, les produits vont quitter Douala pour arriver à leur zone de destination en traversant plusieurs barrières illégales, mais c'est pas seulement propre à la République centrafricaine, en traversant plusieurs zones ou des villages de conflit. Et à partir de ce moment-là, le coût de cette aide, à un moment donné, se retrouve pour le transit 3 fois plus cher que le produit qui est acheté. Une tonne d'un produit qui peut à l'origine coûter $300, mais le transit coûte 500 $. Donc ça veut dire au total, on a $800 avant que la tonne arrive à la population. Autrement dit, la sécurité alimentaire passe d'abord par la sécurité politique et des infrastructures. Exactement, exactement. Ça, c'est la première, vraiment la difficulté qui rejoint, parce que là, vous êtes vraiment dialecticien, le deuxième niveau de votre question, qui est le développement. Ouais. Et vous savez, on ne peut pas à la fois franchir la sécurité physique, les pistes, l'infrastructure, en même temps on a ce type d'aide. Alors, pas plus tard qu'il y a un mois, la FAO a eu des problèmes parce qu'on n'a pas pu acheminer une aide d'urgence dans un pays, dans une zone de conflit, et on est arrivé à la date de péremption de ces produits-là. Et si bien que ces produits, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les détruire. Alors ça a posé des problèmes. On a à la fois des gens qui ont besoin de manger, qui ont besoin de nourriture, mais en même temps ces produits-là sont avariés et dépassés. Donc vous voyez, c'est la pertinence. À ce moment-là, on se demande si l'aide est utile. Alors ce qu'il faudra, à mon avis, comme point de réflexion, comme vous dites, c'est arriver à faire en sorte que l'État soit en possession de l'entièreté du process, à la fois sécuritaire. En même temps, ceux qui veulent aider n'aideront pas uniquement en donnant de la nourriture, mais il y a la possibilité, à travers des pistes, à travers des routes, sécuriser cette aide. Voilà le double défi. Mais, comme vous êtes aussi très dialecticien, vous liez ça avec la reddition des comptes, la responsabilité mutuelle. Évidemment, le donateur, il a remis 1000 tonnes de farine à la population, donc de blé, et il revient au mois de décembre, pendant la saison sèche, il constate que les gens meurent toujours de faim. Mais sans compter, pendant la saison des pluies, cette aide n'a pas pu être acheminée. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça arrive vite? Il faut que l'État passe un appel d'offres à des transitaires pour pouvoir acheminer cela. Donc il y a besoin d'une coopération qui ne soit pas seulement sous la forme d'une aide alimentaire dont on voit bien toutes les limites, mais aussi d'une coopération qui permette au pays d'avoir des mécanismes de protection contre les risques, qui soient des risques climatiques ou des risques ou des risques de prix. Alors on a parlé des infrastructures, on a parlé de la sécurité, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi pour des mécanismes d'assurance qu'il faudrait développer pour que les petits producteurs puissent faire face à ces difficultés? À mon avis, c'est vers cela qu'il faudra aller. C'est vers là qu'il faudra aller. Il faudra renforcer cela. Ce type d'assurance ne peut se faire qu'avec des acteurs qui soient pleinement conscients de cette difficulté dont vous venez. Et à partir du moment où le donateur, le bailleur n'est pas conscient de cela, lui, je ne veux pas cracher dans la soupe en disant, il soulage sa conscience en disant j'ai donné, j'attends qu'on me rende des comptes, mais cette aide, pour qu'elle soit pertinente, il faudra qu'elle soit accompagnée de l'assurance dont vous parlez. L'organisation de la population qui est vulnérable, mais utilisatrice de cette aide, devrait en même temps s'accompagner de l'infrastructure supra pour pouvoir l'organiser afin que ce soit elle qui organise même la distribution de cette aide et non que ça vienne par le pouvoir central très loin.
du lieu. On a besoin de ces relais, et même quand on parle d'assurance contre les risques climatiques, chacun sait que c'est une assurance qui ne peut être qu'une assurance de groupe, qui passe par l'intermédiaire ou de coopératives ou de groupements villageois. C'est exact, c'est exact. Les difficultés d'organiser les coopératives villageoises, malheureusement, sont liées au fait qu'on est aussi traversé par des zones de conflit. Ouais. D'où la possibilité de s'entendre ensemble et au lieu d'agir dans un cadre uniquement local, national, il faut avoir une approche beaucoup plus transversale, d'abord dans l'étude des problèmes, mais régionale et également pour voir d'où viennent ces conflits et comment les arrêter pour pouvoir protéger ces populations vulnérables. Un mot peut-être sur ce que vous avez dit hier à propos de la redevabilité. Vous avez fait état de ces doutes qui planaient dans la communauté internationale sur l'efficacité de certains types d'apports, dont l'aide alimentaire, et vous en avez donné vous-même des exemples. Que peut-on faire pour dissiper ces doutes et rendre cette coopération plus réactive, parce que dans la redevabilité dont vous parliez hier, il y a la transparence dans les pays, mais il y a aussi la redevabilité des pays donateurs pour que l'aide alimentaire, si elle est nécessaire malgré le développement agricole que l'on souhaite, ne soit pas fournie avec des retards qui la rendent totalement inefficace. Je vous remercie encore pour cette question. Je pense, vous voyez, je vais prendre un exemple très précis, qui est l'exemple du processus dans la réforme du secteur de sécurité en venant au principe de démobilisation, désarmement et réinsertion. Beaucoup de donateurs interviennent dans ces secteurs, mais en définitive, vous voyez, y compris l'aide qu'ils donnent, que ce soit numéraire, fiduciaire, que ce soit en matériel, que ce soit alimentaire, n'atteignent pas beaucoup la population parce que même les négociations se font avec les chefs armés. Si bien qu'on se retrouve à la fois dans un système complètement hétérogène. Hier, je donnais l'exemple, un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de transition qui est composé sur la base d'une entente politique n'est pas forcément gage d'efficacité. Pourquoi ? Dans un seul gouvernement, vous pouvez avoir affaire à des anciens chefs de guerre qui n'ont combattu que pour accéder à cette présidence. De notre côté, vous avez certains responsables qui, eux, ne pensent que développement du pays. Hier, je taquinais même mon ambassadeur en disant, mais voilà, on est dans une situation extrêmement difficile. Nous réfléchissons sur le très long terme, à 20 ans, alors que les autres, je parlais de ces chefs de guerre ou de certains chefs politiques, ils se disent, mais comment construire ma propre maison, comment avoir un véhicule? On est dans ce système complètement hétérogène et le bailleur en face, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un gouvernement. Il oublie que le gouvernement est hétérogène ou il feint ne pas le savoir. Et son approche est totalement normative. On suit un certain nombre de procédures et si la procédure n'est pas respectée, alors on est éligible ou pas éligible. Bon, la difficulté, c'est quoi? On répercute le même process exactement en province. Au lieu qu'on s'adresse à la population, on s'adresse à quelques chefs de guerre. Si on s'adresse à quelques chefs rebelles, qu'est-ce qu'il faut? En définitive, au lieu d'une véritable politique de réinsertion avec un développement local, on se retrouve à gérer les PGA, les plus globales d'alimentation. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les chefs qui rassemblent un certain nombre d'individus et qu'il faut payer. Alors ces individus, parfois, ils sont malins. Ils attendent une fois que la PGA, la prime globale d'alimentation, est terminée. Alors ils commencent à couper les routes, ils commencent à faire de la rébellion. Donc voilà pourquoi je dis, autant au niveau du gouvernement, il faut que nous soyons responsables. Il faudra que nous rendions des comptes. Autant parmi les donateurs, il faudra quitter cette approche totalement normative et essayer de voir le problème de développement dans son entier, au lieu à un moment donné de compter, oui, on a démobilisé tant de rebelles, on leur a donné tant, et quid du développement? Oui, mais dans ce problème de redevabilité, vous évoquez une question qui est très difficile, qui est les modes d'intervention des pays partenaires
dans des États fragiles comme l'est la République centrafricaine, où il y a des zones d'insécurité, des chefs rebelles qui ont le pouvoir sur des territoires spécifiques, et ce sont des endroits où il faut acheminer l'aide. Alors comment faire dans ces conditions? En commençant déjà à poser, me semble-t-il, je le dis modestement, en oubliant le côté normatif, en disant que les mêmes règles qui s'appliquent dans un pays normal, qui n'est pas en conflit, doivent pouvoir s'appliquer dans un pays et dans un État fragile et en conflit avec la République centrafricaine. Il faut changer déjà de paradigme. La difficulté justement d'un État tel que la République centrafricaine, qui est un État fragile, justement c'est parce qu'elle ne paye pas à des règles normales dans un pays normal avec des institutions. D'où le renforcement des capacités, y compris de compréhension des donateurs, devient nécessaire. Monsieur le ministre d'État, il nous faut mettre un terme à cet entretien, malheureusement. Est-ce que vous seriez d'accord sur cette double conclusion, à savoir que nous avons besoin de prendre les problèmes en amont et que ce n'est pas seulement un problème d'aide alimentaire à acheminer dans des circonstances particulières quand le pays est fragile, mais aussi un problème général de développement et de développement agricole qui a été beaucoup négligé par les donateurs d'ailleurs au cours des années passées, et qu'il faut prendre en compte la vulnérabilité des pays ex-ante en avant pour prévenir les problèmes qui sont si aigus dans un pays comme la Centrafrique, et pas seulement chercher à les résoudre, même si naturellement il faut chercher à les résoudre par des moyens appropriés. Je vous en veux un peu de m'avoir tiré cette conclusion. Vous aurez pu me la laisser comme conclure, mais je la partage entièrement. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État. Merci beaucoup.